On va se tourner vers Jean-Marc Jancovici. Vous êtes associé et cofondateur du cabinet de conseil qui s'appelle Carbone 4. Vous vous définissez comme un praticien de la décarbonation et vous êtes aussi le enseignant à Mines ParisTech et président fondateur d'un think tank qui s'appelle le Shift Project sur les politiques de la transition. Et justement, ce Shift Project a émis 9 propositions très concrètes pour décarboner l'économie. Alors, est-ce que vous voudriez nous les présenter ? Bien volontiers. Alors je vais, comme tout consultant qui se respecte, avoir un travers, c'est que j'ai préparé des supports, parce qu'un consultant qui ne fait pas de slide se suicide, il ne sert plus à rien. Et la deuxième chose, c'est que nonobstant le fait que je sorte également de cet endroit où j'ai quelques bons souvenirs, je vais essayer de me contenter de quelques règles de 3 et d'un peu de bon sens. Alors, la règle de 3 et un peu de bon sens, c'est que si on veut faire baisser les émissions, il vaut mieux savoir où sont les émissions. Et ce que je vous présente ici, c'est le panorama des émissions européennes. Alors pourquoi j'ai pris l'Europe et pas la France ? Parce qu'en matière d'environnement, l'essentiel de la compétence est européenne. Il faut quand même se le rappeler. Du reste, la France a tendance à l'oublier un peu trop souvent, que ce n'est pas inutile d'aller faire un tour du côté de la Commission quand on a des sujets environnementaux à faire avancer. Dans le camembert que vous voyez là, il y a quelques sous-ensembles qui sont des gros sous-ensembles. Alors dans la production électrique, on a un gros sous-ensemble qui s'appelle les centrales à charbon en Europe. Et les centrales à charbon, c'est 20% des émissions européennes à elles toutes seules. Ensuite, on a un deuxième gros sous-ensemble dans les transports qui sont les voitures. Les voitures particulières font 10% des émissions à elles toutes seules. Ensuite, dans les émissions industrielles, vous avez un gros sous-ensemble qui est la production des matériaux de base, donc l'acier, le ciment, les produits chimiques de base, etc. Et enfin, dans l'agriculture, vous avez un gros sous-ensemble qui est le cheptel bovin. Alors, si on veut que les émissions deviennent nulles et soient à court terme, donc divisées par n'importe quoi entre 1 et 10, c'est très compliqué de faire ça en s'intéressant juste au trombone. Il faut aller taper dans le dur, c'est-à-dire là où est le gros des émissions. Donc le Shift a réfléchi à des propositions, moins de 10, on a même fait 9 pour que ça fasse un carré parfait, plus pratique pour les présentations. Et on a réfléchi à ce qu'on pouvait proposer comme mesure qu'on considère incontournable, c'est-à-dire si on ne touche pas aux centrales à charbon dans la production électrique, on peut rajouter tous les panneaux solaires qu'on veut, on n'a rien fait. D'accord ? C'est ce que disait... voilà. Si on ne touche pas aux voitures dans les transports, on n'a rien. Voilà, on ne traitera jamais le problème à la bonne mesure, etc. Alors les mesures sur lesquelles on s'est dit ça c'est un socle de base, donc c'est le tarif, c'est le minimum price tag. Le premier c'est de sortir le charbon en Europe dans les 30 ans qui viennent. Donc il faut qu'il n'y ait plus une centrale à charbon en Europe dans les 30 ans qui viennent. Donc je suis sûr que, je ne sais pas où il est passé, notre ami polonais, il a un pays sorti. Voilà. Soit dit en passant, il ne suffit pas de mettre un prix sur le charbon pour faire ça. Parce que si ma mémoire est bonne, il y a pas loin de 100 000 personnes en Pologne qui vivent de l'industrie du charbon. Et donc la première question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là ? Donc je suis tout à fait pour qu'on dise qu'on va supprimer les centrales à charbon. Mais tant qu'on n'a rien dit sur qu'est-ce qu'on fait des 100 000 personnes qui en vivent, on n'avance pas. C'est absolument évident. On a 2 armes possibles pour faire ça. L'une d'elles, effectivement, c'est le prix. Donc on dit on va monter le prix du CO2, puis à un moment, les centrales à charbon meurent de leur belle mort. Mais donc il faut savoir, encore une fois, comment on traite les perdants. L'autre alternative est une voie réglementaire. On peut très bien dire, c'est celle que pour un sujet qui, pour moi, est malheureux, puisque c'est justement le truc qu'il ne faut pas faire, mais qui est la fermeture de capacités nucléaires, les États choisissent une voie réglementaire. Donc ils ne disent pas on va monter le prix du nucléaire, ils disent on ferme. Bon, encore une fois, c'est le truc qui pour moi est une bêtise, mais ça montre que la voie réglementaire, ça marche aussi. Et en Europe, on pourrait très bien dire les capacités au charbon, on les ferme à telle date. D'accord ? Aux États-Unis, l'administration américaine a dit il est interdit de construire une nouvelle capacité électrique de plus, qui fait plus de 1 livre de CO2 par kilowattheure. Ça interdit de fait de remplacer une centrale à charbon par une centrale à charbon, de fait. Deuxième sujet en ce qui concerne la mobilité, il y a une arme à Bruxelles qui s'appelle la réglementation des véhicules neufs vendus. C'est beaucoup plus rapide à activer que monter le prix du carburant. Parce que la rotation du parc se fait en 20 ans. Donc si vous dites en 2030, on ne vend plus une voiture qui fait plus de 2 litres au 100, en 2050, vous n'avez plus une voiture qui circule qui fait plus de 2 litres au 100. Alors les 2 litres, vous pouvez les ajuster, 1,5 litre. On fera des 2 chevaux, pas très grave. J'ai appris à conduire dans une 2 chevaux. Je l'ai même garé à un endroit où j'aurais pas dû ici. J'ai eu un autocollant sur le pare-brise. Et c'était une très bonne chose que j'en ai eu. Hein. Ça m'a appris la vie. Donc on peut très bien utiliser la voie réglementaire. On peut aussi utiliser une voie fiscale, mais qui n'est pas un prix du carbone, qui était la vignette, qui, soit dit en passant, pour la petite histoire, a été supprimée par le président de la COP21, quand il était Premier ministre, Monsieur Fabius.
La vignette, c'est donc un impôt à la détention. Donc vous payez chaque année, c'est un malus annuel, quoi. Et c'est un truc qui peut être parfaitement progressif. Si vous êtes pauvre et que vous avez besoin d'une 2 chevaux pour aller au travail, vous avez un truc nul ou très faible. Et puis si vous avez plus que ça, eh ben, on vous dit c'est un élément de confort et pouf, on vous matraque. Vous avez un autre sujet qui est que le gilet jaune, si vous montez le prix du carburant, il n'a pas les moyens de se payer une voiture neuve qui consomme moins. Vous allez déprécier sa voiture d'occasion. Parce qu'on dit, du coup, elle consomme trop et sa valeur sur le marché, etc. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas faire 20 km en voiture plutôt que de faire les 25 en voiture et terminer à pied. Je suis sûr qu'il ne va pas faire ça. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a une planification des alternatives à faire par la société. Et en matière de transport, la montée du prix du carburant, à laquelle je suis favorable, est un codicile d'une planification d'ensemble. Ça ne peut pas être un instrument principal, parce que sinon, vous mettez les gens dans une situation de corner, et à ce moment, les gens se révoltent. Donc, c'est un codicile, c'est pas un instrument principal pour moi. Il faut par ailleurs planifier les reports modaux et avoir soit des investissements, comme le disait Benoît, soit des systèmes organisationnels, soit des systèmes culturels, comme le disait tout à l'heure Valérie, c'est-à-dire qu'on considère que c'est pas grave si on a un vélo plutôt qu'une voiture en termes de statut social. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Dans un monde à zéro émission, il y a un sujet qui va avoir... Enfin, il y a une industrie, alors c'est dommage parce que ça fait beaucoup de PIB en France, mais qui va avoir un vrai problème qui s'appelle le transport aérien, parce que faire voler des avions électriques, M. Picard sait faire ça avec un passager, ça vole à la vitesse d'une mobilette. Et quand vous regardez les émissions de CO2 qui sont incluses dans le vol au travers de toute la R&D amont qu'il a fallu faire, ça consomme 100 fois plus de carburant aux 100 km qu'un avion de ligne par passager. Donc c'est pas un truc qui va remplacer les A380, c'est sûr, mais quand il n'y aura plus de pétrole, ou quand on décidera de ne plus en consommer, il restera éventuellement le 20e du trafic aérien qu'il y a aujourd'hui, ou le 40e, avec quelques biocarburants, pas beaucoup. Et donc il faudra quand même assurer les transports un peu longue distance, donc ça veut dire qu'il faut réinvestir dans le train. Ça c'est pareil, c'est pas un sujet uniquement de signal prix, c'est pas en montant le prix du carburant que vous allez déclencher les investissements publics, parce que c'est essentiellement des investissements publics dans les infrastructures ferroviaires, c'est parce que vous décidez de le faire. Après, en ce qui concerne l'industrie lourde, là, c'est un domaine dans lequel le signal prix marche bien, mais il faut accepter de faire des perdants. Donc là, c'est clair que si vous avez... Parce que le B2B réfléchit beaucoup plus à l'avenir économique que le consommateur. Alors, nous, on n'est pas des animaux rationnels en tant que consommateurs, en tant que ménage. Par contre, quand je suis à mon bureau entre 8 h du matin et tard le soir, là, il est évident que je deviens un animal beaucoup plus rationnel et je fais des calculs. Donc le signal prix, ça marche beaucoup mieux dans le B2B que dans le B2C en signal court, j'ai envie de dire. B2C, ça marche, mais en signal beaucoup plus long. Donc dans l'industrie lourde, en gros, il faut diviser les volumes produits par 3 à 4. C'est à peu près ça l'enjeu. Donc il faut faire 3 fois moins de ciment, 3 fois moins d'acier, 3 fois moins de plastique, etc. Et là, on ne va pas y arriver, à mon avis, juste avec un signal prix. Ça va être un peu plus compliqué que ça. En ce qui concerne les bâtiments, là c'est très simple, il faut passer par le signal réglementaire de mon point de vue. C'est-à-dire que ce n'est pas en disant aux consommateurs que le fioul et le gaz vont augmenter qu'il va faire les bons investissements à temps. Il faut obliger. Un exemple, vous avez des ravalements d'immeubles dans ce pays, eh bien, il doit plus y en avoir un qui est fait sans qu'on fasse une isolation par l'extérieur, sauf contrainte architecturale majeure. Voilà, mais sinon, c'est obligatoire, on ne vous demande pas votre avis. À partir de 2022, il est interdit de remplacer une chaudière à fioul par une autre chaudière à fioul. Voilà, on ne vous dit pas, le fioul va monter, etc. C'est juste interdit. Après, la bonne question, comme ça a été dit tout à l'heure par Jean Tirole, c'est comment vous compensez les perdants. Ça, c'est une bonne question. Mais si vous passez par la voie réglementaire, ça va beaucoup plus vite que de passer par la voie prix. L'investissement public dans cette affaire est une manière de déclencher l'investissement privé, parce que les gros parcs sont dans le public. Le pavillon de banlieue de Monsieur Tout-le-Monde, ça n'intéresse pas Bouygues et Eiffage. Par contre, si vous rénovez la PHP, ça les intéresse. Donc l'investissement public, ou l'école polytechnique, soit dit en passant. Donc l'investissement public, l'investissement dans le secteur public en matière de rénovation, c'est quelque chose qui vous tire le secteur, parce que ça bouge les gros. Enfin, en ce qui concerne la filière bois, là, c'est pareil, pour quiconque a regardé d'un peu près ce truc-là, c'est l'univers professionnel en France qui a la plus grande densité d'organismes représentatifs par euro de chiffre d'affaires. C'est absolument hallucinant, il doit y avoir 10 ou 12 syndicats professionnels dans ce truc-là. Village gaulois par excellence. Arriver à faire des choses un peu significatives dans un pays où vous avez 3 millions de propriétaires forestiers, juste avec le signal prix, bon courage, c'est évident là aussi qu'il faut y aller par la voie réglementaire pour l'essentiel. Et enfin, dernier point, ce qui est, si toujours on est un peu cash, il faut organiser quelque chose qui ressemble à une division par 2 du cheptel bovin en Europe, mais comme les agriculteurs et les éleveurs font un métier beaucoup plus difficile que tous les gens qui sont dans cette salle, il n'y a pas de raison de passer par un signal prix qui diviserait les quantités produites par 2 à prix constant payé aux éleveurs, parce que là, bonjour les taux de suicide. Donc là, ça veut dire qu'il faut encadrer les prix.
Et derrière, vous avez de nouveau un besoin d'un instrument réglementaire qui n'est pas nécessairement un prix du carbone. C'est-à-dire si je fais payer les émissions de méthane à mes agriculteurs, là j'ai l'effet qui ne m'intéresse pas. J'en fais disparaître la moitié avec les volumes divisés par 2. Par contre, si je mets de la réglementation, typiquement des normes, des AOC, des labels, etc., contre un encadrement des prix, donc je leur dis, vous allez me faire que du bio, AOC, machin, etc. Tout le monde va avoir les normes comptées. Par contre, le fromage, hein, par contre, je multiplie les prix par 2 ou 3. Eh bien, vous êtes dans un système réglementaire, avec un peu de prix, mais réglementaire, où la personne qui doit directement faire les efforts n'est pas acculée au suicide. Voilà. Donc voilà, et si vous faites le total de tous ces trucs-là, vous tapez dans une grosse moitié des émissions européennes. C'est une autre manière de dire que diviser les émissions par 3 sans toucher à ce truc-là, je ne suis pas complètement sûr qu'on va y arriver. Voilà. Merci beaucoup Jean-Marc Jancovici. Alors,